Mon papy est mort sans testament. Mon père a tout hérité et m'a lancé, tu n'auras pas un centime. Ton frère sera l'héritier. Puis maman est venue m'être murmuré, il est temps de leur montrer qui tu es vraiment. Et de les détruire. Je n'aurais jamais cru que le chagrin puisse se tordre en une humiliation aussi pure, aussi brûlante. Mon grand-père est mort sans testament. Mon père a tout hérité, et il m'a jeté un regard en ricanant, tu n'auras pas un centime. Ton frère sera l'héritier. Puis, ma mère est apparue, me murmurant, il est temps de leur montrer qui tu es vraiment, et de les détruire. Cette histoire, c'est la mienne. L'histoire de comment j'ai tout perdu avant de découvrir un secret qui allait faire s'effondrer tout un empire de mensonges. Avant de plonger dans les détails de cette semaine qui a changé ma vie, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Maintenant, revenons à ce jour de brouillard à Rouen. J'étais debout dans la pénombre de l'abbatiale Saint-Ouen, l'odeur de l'encens et de la pierre froide s'accrochant à mes vêtements de deuil. La lumière filtrait à travers les vitraux, projetant des éclats de couleurs sur le cercueil en chêne de mon grand-père, Marius. Pour le monde, il était Marius Moore, le fondateur d'une des plus grandes compagnies de transport maritime de Normandie. Pour moi, il était papy. L'homme qui sentait le sel et le tabac à pipe, dont les mains, calleuses et fortes, m'avait appris à lire les cartes marines avant même que je ne sache lire des livres. Je me souvenais de nos après-midi sur les quais, le vent de la Seine fouettant nos visages. Il pointait du doigt les énormes porte-conteneurs glissant sur l'eau et me disait, avec une lueur de fierté dans les yeux, le sang des marins coule dans tes veines, Adélie. N'oublie jamais ça. C'est un sang qui ne renonce pas. Le prêtre parlait de la vie, de la mort, de l'héritage. Mais mon regard était fixé sur mon père, Hervé. Assis au premier rang, il n'y avait aucune trace de chagrin sur son visage. Juste une sorte de soulagement tendu, comme un homme qui a attendu la fin d'une longue pièce de théâtre. À côté de lui, mon frère aîné, Bastien, ajustait nerveusement sa cravate hors de prix, son air suffisant à peine masqué par une façade de tristesse. J'ai toujours senti un fossé entre mon père et moi. Une froideur que j'avais passé mon enfance à essayer de combler avec des bonnes notes, des réussites, une implication sans faille dans l'entreprise. En vain. Il ne voyait en moi qu'une version imparfaite de papy, alors que Bastien, son fils, était son reflet. La cérémonie s'est terminée. Les condoléances étaient un murmure flou dans mes oreilles. Nous nous sommes retrouvés dans le bureau opulent de Maître Renard, le notaire de la famille depuis 30 ans. Le cuir des fauteuils craquait sous le poids du silence. Maître Renard, un homme petit avec des lunettes qui glissaient sur son nez, a raclé sa gorge. Il a parcouru des papiers avec une lenteur calculée qui m'a glacé le sang. Après des recherches approfondies, a-t-il commencé, sa voix dépourvue de toute émotion, il apparaît que M. Marius Moore est décédé intestat. Il n'y a pas de testament officiel. Un souffle a parcouru la pièce. Intestat ? Impossible. Papy était un homme méticuleux. Il planifiait tout. Un empire comme le sien ne pouvait pas être laissé au hasard. Selon la loi française, a continué le notaire, en l'absence de testament, l'intégralité de la succession revient à son unique héritier direct, son fils, M. Hervé Moore. Le monde a basculé. J'ai senti le regard de mon père se poser sur moi. Ce n'était plus de la froideur, c'était du triomphe pur. Il s'est penché en avant, un sourire cruel étirant ses lèvres, et a dit, sa voix assez forte pour que ma mère et mon frère entendent, alors, Adélie. Tant d'années à jouer les petites filles modèles, à passer tes week-ends sur les docks avec le vieil homme, pour rien. Tu n'auras pas un seul euro. L'entreprise, la maison, tout me revient. Et Bastien sera le prochain héritier. C'est l'ordre naturel des choses. Bastien a laissé échapper un petit rire, un son méprisant qui a transpercé le peu de dignité qu'il me restait. Je suis resté figé, incapable de bouger, incapable de respirer. Ce n'était pas l'argent. C'était la cruauté. C'était la joie qu'il prenait à m'effacer, à nier tout ce que papy m'avait donné, tout ce qu'il voyait en moi. Le chagrin pour mon grand-père s'est évaporé, remplacé par une humiliation brûlante qui me consumait de l'intérieur. Je venais d'enterrer le seul homme qui m'avait vraiment aimé, et son propre fils dansait déjà sur sa tombe.
Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que mon père ne se contenterait pas de me déshériter. Il allait essayer de me détruire complètement. 3 jours. C'est le temps qu'il a fallu pour que le vernis de deuil de ma famille s'écaille et révèle la pourriture en dessous. 3 jours pendant lesquels je me suis enfermée dans mon petit appartement du centre-ville de Rouen, à regarder les péniches passer sur la Seine, chaque bateau un rappel douloureux de ce que j'avais perdu. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'une question de papier, que la justice prévaudrait. Quelle idiote j'étais. Le lundi matin, j'ai rassemblé le peu de courage qu'il me restait et je suis retournée au siège de Mours Maritime, un bâtiment de verre et d'acier qui dominait les quais. C'était ma 2e maison. J'y avais fait mes stages d'été, j'y avais grimpé les échelons, non pas par népotisme, mais par un travail acharné, validé par papy à chaque étape. Mais ce matin-là, l'atmosphère était différente. Glaciale. Les employés qui, la semaine précédente, me saluaient avec un sourire chaleureux, baissaient maintenant les yeux en me croisant. Certains avec pitié, d'autres avec une peur palpable. Le règne d'Hervé avait déjà commencé. À peine arrivée à mon bureau, la secrétaire de mon père, une femme qui me connaissait depuis que j'étais enfant, m'a appelé d'une voix tremblante. Monsieur Moore demande votre présence en salle de conférence. Immédiatement. La salle de conférence était au dernier étage, avec une vue panoramique sur toute la ville. C'était le sanctuaire de papy. Aujourd'hui, mon père était assis à sa place, au bout de la longue table en acajou. Bastien était à sa droite, se balançant sur sa chaise avec une arrogance insupportable. Tous les directeurs de département étaient là, leurs visages tendus et illisibles. Adélie, merci de nous rejoindre, a commencé Hervé d'un ton faussement cordial. Il s'est levé, les mains dans les poches, se pavanant comme s'il était né sur ce fauteuil. Comme vous le savez tous, nous entrons dans une nouvelle ère pour Mours Maritime. Une ère de modernisation et de clarification. Il a marqué une pause, son regard balayant l'assemblée avant de se poser sur moi. Dans ce contexte, j'ai pris ma première décision en tant que PDG. Adélie, tes fonctions au sein de cette entreprise prennent fin aujourd'hui. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Je pouvais sentir tous les regards sur moi. Je cherchais un signe de soutien, un froncement de sourcils, n'importe quoi. Mais il n'y avait que des visages de pierre. La peur avait déjà fait son travail. Tu ne peux pas faire ça, ai-je balbutié, la voix rauque. Oh, si, je peux, a-t-il rétorqué, son sourire s'élargissant. Mais il n'avait pas fini. L'humiliation devait être totale. De plus, un audit préliminaire des comptes a révélé certaines irrégularités dans les projets que tu supervisais. Des dépenses excessives, des contrats peu clairs. Nous allons devoir enquêter plus en profondeur, bien sûr. Mais pour l'instant, pour protéger l'intégrité de l'entreprise, ta présence ici n'est plus souhaitable. C'était un mensonge. Un mensonge si énorme, si vicieux, que j'ai eu le souffle coupé. Il ne se contentait pas de me virer. Il me salissait. Il insinuait que j'étais une voleuse. Lui, qui avait toujours vécu au-dessus de ses moyens, accusait la seule personne qui avait toujours traité l'argent de l'entreprise comme s'il était sacré. Avant que je puisse protester, il a fait un signe de tête vers la porte. 2 agents de sécurité, des hommes que je connaissais et que je saluais tous les jours, sont entrés. Veuillez raccompagner mademoiselle Moore à son bureau pour qu'elle récupère ses effets personnels, puis hors du bâtiment. Le trajet de la salle de conférence à mon bureau a été la plus longue marche de ma vie. Mon « walk of shame » personnel. Sous les yeux de tous, j'ai été traitée comme une criminelle. J'ai jeté quelques objets dans un carton, une photo de papy et moi, un modèle réduit de notre premier navire, quelques dossiers. Les agents attendaient, impassibles. Quelques jours plus tard, l'humiliation a pris une nouvelle forme. Au supermarché, au moment de payer, ma carte bancaire a été refusée. Paiement non autorisé, affichait le terminal. Gênée, j'ai essayé une autre fois. Même résultat. J'ai appelé ma banque. La voix embarrassée au bout du fil m'a expliqué que le compte joint familial, sur lequel était versé mon salaire, avait été clôturé par le titulaire principal, Hervé Moore. Il m'avait coupé les vivres. Je me suis retrouvée avec les 237 € que j'avais en liquide dans mon portefeuille. C'était tout.
La dernière salve est arrivée par téléphone. Des partenaires commerciaux, des amis de la famille, ont commencé à annuler des rendez-vous. Leurs excuses étaient vagues, leur ton mal à l'aise. Le poison d'Hervé se répandait. La rumeur d'une fille malhonnête, renvoyée pour fraude, circulait déjà dans le petit monde des affaires de Rouen. J'étais anéanti. Sans travail, sans argent, ma réputation en lambeaux. Je me suis assise sur le sol de mon salon, le carton de mes affaires à côté de moi, et j'ai pleuré. J'ai pleuré de chagrin, de rage, d'impuissance. J'avais touché le fond. C'est ce que je croyais. Mais cette nuit-là, alors que la ville dormait, un faible coup à ma porte m'a prouvé que le fond pouvait encore s'effondrer sous mes pieds. La sonnette a retenti de nouveau, plus insistante cette fois. J'ai essuyé mes larmes avec le revers de ma main, le cœur battant. Qui pouvait bien venir à cette heure? J'ai regardé par le Judas et mon souffle s'est bloqué. Ma mère, Geneviève. Elle se tenait là, sous la pluie fine, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Elle n'était jamais venue seule dans mon appartement. Jamais. Hervé contrôlait ses allées et venues, ses amitiés, sa vie. J'ai ouvert la porte. Elle s'est glissée à l'intérieur, jetant un regard craintif dans le couloir désert. Elle était trempée, ses cheveux collés à ses joues, et elle tremblait, de froid ou de peur, je ne savais pas. Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Papa sait que tu es ici? Chut, a-t-elle murmuré, posant un doigt sur ses lèvres. Il pense que je suis à mon club de lecture. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Elle a fouillé dans son sac, ses mains fébriles. J'ai remarqué à quel point elle avait l'air fatiguée, les cernes sous ses yeux plus sombres que jamais. Des décennies à vivre dans l'ombre d'Hervé l'avaient rendue presque transparente. Mais ce soir, dans ses yeux, il y avait une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. Une lueur de défi. Elle n'a pas sorti une enveloppe, comme dans un film d'espionnage. Elle a sorti quelque chose de bien plus lourd, de bien plus personnel. Le vieux chronomètre de marine en laiton que papy gardait toujours sur son bureau. C'était son trésor, un instrument du XIXe siècle qui avait appartenu à son propre grand-père, un capitaine au long cours. L'objet était lourd et froid dans ma paume. Son tic-tac familier était silencieux. Il s'était arrêté. Marius me l'a donné il y a quelques mois, a chuchoté maman, sa voix se brisant. Un soir, Hervé était sorti. Il avait l'air si triste, si inquiet. Il m'a fait jurer. Il m'a dit, Geneviève, si quelque chose m'arrive et qu'Hervé montre son vrai visage, donne ça à Adélie. Ne le donne à personne d'autre. Seule Adélie saura comment trouver la vérité à l'intérieur. Les larmes coulaient sur ses joues maintenant. J'ai eu si peur, ma chérie. Tu ne peux pas savoir à quel point il peut être persuasif. J'ai gardé le silence pendant son enterrement, pendant qu'il te renvoyait. Je suis une lâche. Pardonne-moi. Mais quand j'ai appris ce qu'il a fait avec ton compte en banque, ce qu'il raconte sur toi, je n'en peux plus. Cet homme n'est pas seulement cruel, il est mauvais. Il te détruira si tu le laisses faire. Elle a serré mes mains autour du chronomètre. Sois prudente, Adélie. Il te surveille, j'en suis sûre. Il ne reculera devant rien pour protéger ses mensonges. Elle m'a embrassée sur le front, un geste d'une tendresse infinie que je n'avais pas reçu depuis des années, puis elle a disparu dans la nuit aussi vite qu'elle était apparue. Je suis restée là, au milieu de mon salon, le chronomètre en laiton dans mes mains. Il était plus qu'un objet. C'était un message d'outre-tombe. Le dernier pari de mon grand-père. Je l'ai secoué doucement. Rien. Je l'ai tourné et retourné. Pas de vis, pas de jointure apparente. C'était une énigme. Seule Adélie saura. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et vous? Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Face à un père qui vous a tout pris, avec seulement un objet mystérieux et les paroles effrayées de votre mère comme seul espoir. Auriez-vous abandonné, ou auriez-vous cherché la vérité, quel qu'en soit le prix? Dites-le moi dans les commentaires, votre opinion m'intéresse vraiment. Moi, cette nuit-là, je n'avais pas de réponse. Je savais juste une chose. Hervé pensait avoir gagné la guerre. Mais il ne savait pas que papy venait de me donner l'arme secrète. Et j'allais apprendre à m'en servir.
Le tic-tac silencieux du chronomètre semblait résonner dans ma tête comme un compte à rebours. Le compte à rebours avant la chute d'Hervé Moore. La nuit a été longue. Le sommeil était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Assise à ma table de cuisine, sous la lumière crue d'une seule ampoule, j'ai étudié le chronomètre comme un archéologue devant un artefact ancien. Il était magnifique, le laiton patiné par le temps, le verre épais protégeant un cadran en émail où les chiffres romains étaient peints à la main. Il représentait tout ce que j'aimais chez Papy, la solidité, la précision, un respect profond pour le passé. J'ai essayé tout ce qui me passait par la tête. J'ai tenté de dévisser la lunette. J'ai cherché un mécanisme caché sous la base. Rien. L'objet semblait hermétiquement scellé, une forteresse de laiton gardant son secret. La frustration a commencé à monter. Et si maman s'était trompée? Et si Papy, dans ces derniers jours, avait l'esprit confus? J'ai fermé les yeux, essayant de me calmer. J'ai repensé à toutes les heures passées dans le bureau de Papy. Je pouvais presque sentir l'odeur du bois ciré et de la mer. Je le voyais, assis dans son grand fauteuil en cuir, le chronomètre sur son bureau. Il le remontait chaque matin, un rituel immuable. Parfois, quand j'étais enfant et que j'avais fait une bêtise, il le prenait dans ses mains et me racontait l'histoire de son propre grand-père, naviguant à travers les tempêtes avec seulement cet instrument pour le guider. Et puis, une phrase qu'il disait souvent m'est revenue en mémoire. Une phrase que je n'avais jamais vraiment comprise. Toute machine complexe a un point faible, Adélie, disait-il en tapotant le verre. Une imperfection cachée. Ce n'est pas un défaut, c'est une signature. La marque de l'homme qui l'a fabriquée. Il faut juste être assez patient pour la trouver. Une signature. Une imperfection. Mes doigts ont parcouru la surface lisse de l'instrument, encore et encore. J'ai cherché une bosse, une éraflure, n'importe quoi qui sorte de l'ordinaire. Et puis, je l'ai senti. Presque invisible à l'œil nu, mais perceptible au toucher. Sur le côté, près du chiffre romain 6, il y avait une minuscule rainure, pas plus grande qu'un cheveu. Ce n'était pas un accident. C'était intentionnel. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai fouillé dans mes tiroirs et j'ai trouvé la petite trousse d'outils de réparation de montre que Papy m'avait offerte pour mon 16e anniversaire. Une femme qui peut réparer une montre peut tout accomplir, avait-il dit en riant. Mes mains tremblaient légèrement alors que je sélectionnais le plus fin de mes tournevis. J'ai inséré la pointe dans la rainure. Doucement. Très doucement. J'ai senti une légère résistance, puis un petit clic à peine audible. Un son magique. Le dos du chronomètre, que j'avais cru soudé au corps, s'est soulevé d'1 millimètre. Avec précaution, je l'ai ouvert. Mon souffle s'est coupé. À l'intérieur, le mécanisme complexe de l'horloge avait été retiré. À la place, bien calé dans un écrin de velours rouge, il y avait 2 choses. Une petite clé USB argentée, et un morceau de papier jauni, plié en 4. J'ai déplié le papier en premier. L'écriture de Papy, élégante et ferme, même à la fin. 5 mots seulement. Le nom de notre premier navire. Les larmes me sont montées aux yeux. Notre premier navire. Ce n'était pas le premier navire de la compagnie. C'était le premier modèle réduit que nous avions construit ensemble, quand j'avais 10 ans. Une tâche minutieuse qui nous avait pris tout un hiver. Nous l'avions baptisé, en riant, l'étoile filante. C'était notre secret, notre blague. Un mot de passe que seul moi pouvais connaître. J'ai regardé la clé USB. Elle contenait la vérité. Elle contenait les réponses. Mais elle contenait aussi le danger. Une fois que j'aurais inséré cette clé dans mon ordinateur, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Le secret de Papy deviendrait le mien. Et le fardeau de la justice aussi. Hervé pensait m'avoir réduite au silence. Il pensait m'avoir effacée. Mais il avait sous-estimé la seule chose qui comptait vraiment, le lien indéfectible entre un grand-père et sa petite-fille. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai marché jusqu'à mon ordinateur portable, le cœur battant à tout rompre. J'étais sur le point d'ouvrir la boîte de Pandore de la famille Moore. L'icône du lecteur USB est apparue sur mon écran d'ordinateur avec un petit son qui a semblé résonner dans tout l'appartement. Un seul dossier. En l'ouvrant,
j'ai découvert une série de fichiers. Des scans de documents PDF et un fichier vidéo. Mon regard a été attiré par les noms des PDF, testament-officiel-am.pdf, acte-naissance-am.pdf, audit-confidentiel.pdf. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai cliqué sur le testament en premier. C'était là, noir sur blanc. Rédigé et signé 3 mois avant sa mort. Il léguait 20% de ses biens personnels et une pension à vie à ma mère, pour la remercier de sa patience. Il laissait une somme confortable à Bastien, en espérant qu'il apprenne la valeur de l'argent qu'on ne gagne pas soi-même. Et le reste, la totalité de Mours Maritime, les actions, les propriétés, le contrôle absolu de l'Empire, il me le léguait à moi, Adélie Moore. Sa seule condition était que je ne puisse jamais vendre, seulement transmettre. Ensuite, l'acte de naissance. Le mien. Nom de la mère, Geneviève Lambert. Nom du père, X, froid et anonyme. Attaché à ce document, il y avait un jugement de reconnaissance, signé par Marius lui-même des années plus tôt, m'adoptant légalement comme sa petite-fille et héritière de sang. Hervé n'était pas mon père biologique. Ce n'était pas de la froideur que j'avais sentie toute ma vie. C'était du ressentiment. J'étais le rappel vivant et constant d'une vérité qu'il avait tenté d'enterrer. Le dernier PDF, l'audit confidentiel, était le plus choquant. C'était un rapport commandé par Papy à une société d'experts comptables indépendante. Il détaillait, ligne par ligne, comment Hervé, au cours des 5 dernières années, avait systématiquement détourné des fonds de l'entreprise. Des centaines de milliers d'euros. Des contrats surfacturés à des sociétés écrans, des notes de frais extravagantes pour des voyages d'affaires qui n'avaient jamais eu lieu, des bonus versés à des consultants fantômes. Hervé n'était pas seulement un fils ingrat et un père cruel. C'était un criminel. Enfin, j'ai cliqué sur le fichier vidéo. Pour _daily.mp4. Le visage de mon grand-père est apparu. Il était dans son bureau, mais il avait l'air si fatigué. Les lignes de son visage étaient plus profondes, sa voix, habituellement si forte et assurée, était plus faible, mais empreinte d'une détermination de fer. Il regardait droit dans l'objectif, comme s'il me regardait droit dans les yeux. Adélie, ma petite étoile filante, a-t-il commencé, et les larmes que je retenais ont commencé à couler. Si tu regardes ceci, cela signifie que je suis partie. Et que le pire est arrivé. Je suis désolée, ma chérie. Désolée de te laisser avec ce fardeau. J'ai vu la cupidité grandir dans le cœur de ton père pendant des années. Une amertume qui l'a rongé de l'intérieur parce qu'il n'a jamais eu le courage de construire quelque chose par lui-même. Il a toujours voulu ce que j'avais, sans jamais vouloir faire les efforts nécessaires. Il a fait une pause, reprenant son souffle. Il n'est pas ton père, Adélie. Tu le sais maintenant. Mais tu es mon sang, de la manière la plus importante qui soit. Tu as mon esprit, mon honneur. C'est pourquoi je ne peux pas laisser l'entreprise entre ses mains. Il la détruirait, la vendrait pour financer son style de vie pathétique. Il est un voleur, et tu as la preuve maintenant. Son regard s'est durci. Cette vidéo, ces documents, c'est ton arme. Mais sois prudente. Un animal acculé est dangereux. Hervé se battra salement. Il essaiera de te discréditer, de t'isoler. Ne le laisse pas faire. Bats-toi. Non pas pour l'argent. Bats-toi pour notre nom. Bats-toi pour tous les employés honnêtes de cette entreprise. Bats-toi pour l'héritage de ton arrière-grand-père. Il a esquissé un faible sourire. Je t'ai tout appris, Adélie. Fais-moi confiance. Fais-toi confiance. Le sang des marins ne renonce pas. La vidéo s'est terminée. Je suis restée assise devant l'écran noir, le silence de l'appartement assourdissant. La douleur avait disparu. La tristesse avait disparu. À leur place, il y avait une clarté froide, une résolution d'acier. Vous vous attendez peut-être à ce que je me sois précipitée chez mon avocat. Mais non. Hervé m'avait humiliée publiquement. Sa chute devait être tout aussi publique. Il voulait une nouvelle ère pour Mours Maritime ? J'allais lui en donner une. J'avais un plan. Et j'allais me servir de sa propre arrogance comme d'une scène de théâtre.
Hervé ne le savait pas encore, mais il ne se battait plus contre sa fille rejetée. Il allait devoir affronter le fantôme de son propre père. Et ce fantôme était venu réclamer justice. L'invitation est arrivée par coursier 2 jours plus tard. Un carton épais, gravé à l'encre dorée. Hervé et Bastien Mour ont le plaisir de vous convier à une réception pour célébrer la nouvelle direction de Mour Maritime. L'événement devait avoir lieu dans le grand salon de l'hôtel de Bourtroude, un des lieux les plus prestigieux de Rouen. C'était la déclaration d'arrogance ultime. Un couronnement public. C'était aussi l'occasion parfaite. Pendant les jours qui ont précédé, je me suis préparé pour la guerre. J'ai utilisé une partie de mes maigres économies pour rencontrer discrètement Maître Lambert, une avocate réputée pour sa ténacité et son aversion pour les « fils de » qui pensaient que tout leur était dû. Je lui ai montré des copies des documents. Ses yeux se sont plissés derrière ses lunettes. « C'est de la dynamite, mademoiselle Moore », a-t-elle dit. Mais il faut frapper au bon moment. Le soir de la réception, j'ai choisi ma tenue avec soin. Pas une robe de deuil, pas une tenue de victime. J'ai mis une robe rouge simple mais élégante. Une couleur de combat. J'ai attaché mes cheveux en un chignon strict. Quand je me suis regardée dans le miroir, je n'ai pas vu la jeune femme brisée des jours précédents. J'ai vu la petite fille de Marius Moore. Quand je suis entrée dans le salon de réception, un silence s'est brièvement installé avant que les murmures ne reprennent de plus belle. Tous les acteurs économiques de la région étaient là, sirotant du champagne, leurs visages curieux tournés vers moi. J'ai vu Hervé, au centre de la pièce, son visage se durcissant de colère en me voyant. Bastien, à côté de lui, avait l'air mal à l'aise. J'ai ignoré leur regard et j'ai traversé la foule, hochant la tête poliment à ceux que je connaissais. J'ai pris une coupe de champagne et je me suis positionné près du pupitre où le discours devait avoir lieu. J'attendais mon heure. Hervé est monté sur la petite estrade, faisant teinter sa coupe pour réclamer le silence. « Mes amis, chers partenaires », a-t-il commencé, sa voix résonnant avec une fausse chaleur. « C'est un grand honneur pour moi de reprendre le flambeau de mon regretté père. Il a bâti un empire, et c'est avec une immense fierté que je vais continuer son œuvre, avec à mes côtés mon fils, Bastien, qui incarne le futur, la modernité. » Il a continué ainsi pendant plusieurs minutes, un flot de platitudes et d'hommages hypocrites. J'ai laissé le poison de ces mots se répandre dans la pièce. J'ai attendu le moment parfait. Et c'est pourquoi, je suis ravi de vous annoncer officiellement la nomination de Bastien au poste de vice-président exécutif. Des applaudissements polis ont éclaté. C'était mon signal. Je me suis avancé. « Excusez-moi », ai-je dit, ma voix claire et ferme, amplifiée par le silence soudain. « Votre discours est très touchant, père. Mais je pense que pour parler de l'héritage de papy, il serait peut-être plus juste d'entendre le fondateur lui-même, n'est-ce pas ?» Le visage d'Hervé est passé du rouge au blanc. « Adélie, qu'est-ce que tu fabriques ? C'est ridicule. Descends de là. »« Oh, mais j'ai quelque chose d'intéressant », ai-je continué, sortant mon téléphone. En quelques secondes, je l'ai connecté via Bluetooth à l'excellent système de sonorisation de la salle. Juste un court message que papy a laissé. Pour la postérité. Avant que quiconque ne puisse réagir, j'ai appuyé sur « Play ». La voix de mon grand-père, faible mais indubitable, a rempli le salon somptueux. Je ne peux pas laisser l'entreprise entre ses mains. Il la détruirait. C'est pourquoi je lègue la totalité de Mour Maritime, les actions, les propriétés, le contrôle absolu de l'Empire, à ma petite-fille, Adélie Moore. La seule qui porte en elle l'honneur et la vision pour la diriger. J'ai coupé l'enregistrement. On aurait pu entendre une mouche voler. Tous les visages étaient tournés vers Hervé, dont la mâchoire était crispée. Des dizaines de pères d'yeux pleins de suspicions et de questions. « C'est un montage. »« Un faux », a-t-il hurlé, perdant tout son sang-froid. « Elle est folle. Elle n'a pas supporté d'être déshéritée. » Mais le doute était semé. Et pour enfoncer le clou, une autre voix s'est élevée. Une voix que personne ne s'attendait à entendre. C'est la vérité. Ma mère, Geneviève, se tenait près du bar. Elle tremblait de la tête aux pieds, mais elle regardait son mari droit dans les yeux. « Marius m'a tout dit, Hervé. Il savait que tu ferais ça. La voix que vous avez entendue,
c'est bien celle de mon beau-père. La bombe était lâchée. Les murmures sont devenus un vacarme. J'avais transformé sa cérémonie de couronnement en son procès public. La guerre n'était pas encore gagnée, loin de là. Mais je venais de remporter une bataille décisive, et j'avais révélé au monde entier le vrai visage de mon ennemi. La prochaine étape allait se jouer dans l'ombre, et elle serait bien plus dangereuse. L'éclat de la réception a rapidement laissé place à une guerre froide et silencieuse. Le lendemain matin, mon nom et celui de ma famille étaient sur toutes les lèvres dans les cercles d'affaires de Rouen. J'avais gagné l'avantage psychologique, mais Hervé détenait toujours le pouvoir légal et financier. Maître Lambert a été clair, il va utiliser chaque centime de l'entreprise pour vous écraser, Adélie. Nous devons être prêtes pour une guerre d'usure. Et la guerre a commencé. Hervé a déposé une plainte contre moi pour diffamation, usage de faux. Il a engagé l'un des cabinets d'avocats les plus chers de Paris. Les premières factures de Maître Lambert sont arrivées. Les frais de justice étaient astronomiques. Mon compte en banque était vide, et mes économies fondaient comme neige au soleil. La première attaque d'Hervé a été insidieuse. J'ai reçu une lettre de mon propriétaire. Un homme charmant qui me louait mon appartement depuis 5 ans. Du jour au lendemain, il m'informait qu'il mettait fin à mon bail pour reprise personnelle. C'était un prétexte. J'ai appris plus tard qu'une des filiales de Mours Maritime était le principal client de son agence immobilière. Hervé lui avait mis la pression. Je me suis retrouvée à devoir chercher un nouveau logement en pleine bataille juridique, une source de stress supplémentaire conçue pour me faire craquer. J'ai trouvé un petit studio, bien moins confortable, mais c'était tout ce que je pouvais me permettre. Pour payer les frais d'avocat et la caution de mon nouvel appartement, j'ai dû prendre une décision qui m'a brisé le cœur. J'ai dû vendre ma voiture. Ce n'était pas une voiture de luxe. C'était une vieille Peugeot 205 cabriolet que papy avait entièrement restaurée pour mes 20 ans. Chaque recoin de cette voiture était imprégné de souvenirs, de nos virées sur la côte normande, les cheveux au vent. La vendre, c'était comme vendre une partie de mon âme. Le jour où j'ai remis les clés à l'acheteur, j'ai pleuré dans le bus qui me ramenait chez moi. C'est exactement ce qu'Hervé voulait, m'isoler, me dépouiller, me briser. La pression a encore augmenté. Un soir, en rentrant tard du bureau de Maître Lambert, j'ai trouvé les 4 pneus de ma nouvelle voiture de location crevés. Il n'y avait pas de notes, pas de message. Juste un acte de vandalisme silencieux et menaçant. J'ai appelé la police, mais sans témoin, il n'y avait rien à faire. La peur a commencé à s'insinuer. Jusqu'où irait-il ? C'est au milieu de ce désespoir qu'une lueur d'espoir est apparue. J'ai reçu un appel d'un numéro masqué. Mademoiselle Moore ? La voix était celle d'un homme âgé, hésitante. Mon nom est Jean-Pierre. J'étais le chef d'entrepôt à l'entreprise. J'ai travaillé pour votre grand-père pendant 40 ans. Mon cœur a fait un bond. Jean-Pierre était une légende. Un homme d'une loyauté absolue envers papy. Je sais que je ne devrais pas vous appeler, a-t-il continué à voix basse. Monsieur Hervé a clairement interdit à quiconque de vous contacter. Mais ce qu'il fait, ce n'est pas juste. Ce n'est pas ce que votre grand-père aurait voulu. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. La nuit après la mort de votre grand-père, Maître Renard est venu au bureau. En pleine nuit. Il est resté 1 heure avec votre père. Je l'ai vu sur les caméras de surveillance. J'ai trouvé ça étrange, alors j'ai gardé une copie des enregistrements du registre des visiteurs de cette nuit-là. C'était l'information qu'il nous manquait. Le lien physique entre Hervé et le notaire, la preuve d'une rencontre secrète au moment exact où le testament aurait pu disparaître. Jean-Pierre, vous risquez votre emploi. Ai-je commencé ? Je suis à 2 ans de la retraite, mademoiselle, m'a-t-il coupé. La seule chose qui compte pour moi maintenant, c'est l'honneur de votre grand-père. Il m'a donné un travail quand personne d'autre ne voulait de moi. Je lui dois bien ça. Hervé essayait de me faire sombrer par tous les moyens. Il me prenait mon argent, ma maison, ma sécurité. Mais il avait oublié une chose essentielle que papy m'avait toujours dite, la vraie richesse d'une entreprise, ce ne sont pas les navires ou les entrepôts, ce sont les gens. Et la loyauté, contrairement à l'argent, ne s'achète pas. Elle se mérite.
J'avais maintenant un allié, et la guerre d'usure venait peut-être de tourner en ma faveur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La révélation de Jean-Pierre a donné un nouveau souffle à notre affaire. Maître Lambert était ravi. C'est la pièce manquante, Adélie. Cela ne prouve pas le vol du testament, mais ça prouve une conspiration. Une rencontre secrète en pleine nuit entre l'héritier présumé et le notaire? Aucun juge ne trouvera ça normal. Pendant que nous préparions notre offensive juridique, je sentais que l'atmosphère changeait au sein de ma propre famille. Ou du moins, ce qu'il en restait. Bastien, qui avait paradé comme un paon lors de la réception, était devenu silencieux et distant. Je ne le voyais plus, mais des échos me parvenaient. Des amis communs me disaient qu'il était irritable au bureau, qu'il se disputait souvent avec Hervé à huis clos. L'arrogance de Bastien était construite sur une fondation, la certitude de son droit, la parole infaillible de son père. J'avais fait voler cette fondation en éclats. Pour la première fois de sa vie, il doutait. Il voyait son père non plus comme un leader puissant, mais comme un homme acculé, prêt à des mesures de plus en plus extrêmes. Et cela l'effrayait. Non pas par conscience morale, du moins pas encore, mais par pur instinct de survie. Il sentait que le navire familial prenait l'eau, et il ne voulait pas sombrer avec le capitaine. Un soir, alors que je sortais d'une épicerie, je l'ai vu. Il attendait de l'autre côté de la rue, appuyé contre sa voiture de sport, l'air mal à l'aise. Il a traversé pour me rejoindre. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit, sans me regarder dans les yeux. Je ne crois pas qu'on ait quoi que ce soit à se dire, Bastien. S'il te plaît, Adélie, a-t-il insisté, sa voix plus basse. Pas ici. 5 minutes. Au café du coin. Sa nervosité était si palpable que ma curiosité l'a emporté sur ma colère. Nous nous sommes assis à une table au fond d'un petit bistrot. Il a commandé un café qu'il n'a pas touché. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé froidement. Il a finalement levé les yeux vers moi. J'ai vu de la peur dans son regard. « Qu'est-ce que tu as, Adélie ? Vraiment ? Je veux dire, quelle preuve as-tu contre lui ? Pourquoi ça t'intéresse ? Tu veux tout savoir pour courir le dire à papa ? Non, a-t-il presque crié, avant de baisser la voix. C'est un fou. Il est devenu paranoïaque. Il crie sur tout le monde, il prend des décisions risquées qui mettent l'entreprise en danger. Il parle de te faire taire pour de bon. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça ne me plaît pas. Il va tout détruire, Adélie. Tout ce que papy a construit. Je l'ai regardé, essayant de déceler une once de sincérité. C'était de l'égoïsme, c'était clair. Il avait peur de perdre son jouet, son futur empire. Mais il y avait aussi une lueur de panique authentique. J'ai pris une décision. J'ai sorti mon téléphone, j'ai mis mes écouteurs et je lui en ai tendu un. Tu veux savoir ce que j'ai ? Écoute ça. Je n'ai pas lancé la vidéo. J'ai juste lancé l'audio de l'enregistrement de papy. J'ai regardé le visage de Bastien se décomposer tandis que la voix de notre grand-père emplissait le silence entre nous. Il a entendu les mots sur la malhonnêteté d'Hervé. Il a entendu le nom de sa sœur désignée comme la seule héritière légitime. Il a entendu la déception dans la voix de l'homme qu'il avait, à sa manière, admiré. Quand j'ai arrêté l'enregistrement, il était livide. Son arrogance avait complètement disparu, laissant place à un jeune homme effrayé et confus. C'est sa vraie voix, a-t-il murmuré, plus pour lui-même que pour moi. Oui, Bastien. C'est la vérité. La vérité que papa t'a cachée toute ta vie pour faire de toi sa marionnette. Il s'est levé brusquement, faisant grincer sa chaise sur le carrelage. Je dois y aller. Il est parti sans un autre mot, me laissant seul avec son café froid. Je ne savais pas ce qu'il allait faire. Allait-il se rallier à moi ? Allait-il essayer de sauver son père ? Ou allait-il simplement essayer de se sauver lui-même ? Je n'avais pas gagné un allié ce soir-là. Mais j'avais planté une graine. Une graine de vérité dans un esprit habitué au mensonge. Et je savais que cette graine, en germant, pouvait soit le transformer, soit le détruire.
La réponse à cette question pourrait bien sceller le sort de nous tous lors du procès imminent. Le jour du procès est arrivé, enveloppé dans un ciel gris et bas, typique de la Normandie. Le palais de justice de Rouen, avec son architecture gothique imposante, semblait être le décor parfait pour le drame qui allait se jouer. En entrant dans la salle d'audience, j'ai senti le poids de l'histoire sur mes épaules. Hervé et Maître Renard étaient déjà là, assis à la table de la défense. Mon père portait un costume sombre, cherchant à projeter une image de respectabilité et de confiance. Mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses doigts tapaient nerveusement sur la table. Maître Renard, lui, avait l'air d'un homme qui regrettait amèrement ses choix. Il était pâle, et il évitait mon regard. Maître Lambert, à mes côtés, était le calme incarné. Elle m'a donné un petit coup de coude rassurant. Respirez, Adélie. Nous avons la vérité de notre côté. C'est tout ce qui compte. Le procès a commencé. L'avocat d'Hervé a présenté une défense agressive, me dépeignant comme une jeune femme instable et cupide, prête à tout pour s'emparer d'une fortune qu'elle ne méritait pas. Il a qualifié l'enregistrement audio de « montage grossier » et les documents de « fabrication opportuniste ». Puis ce fut notre tour. Maître Lambert a méthodiquement démonté leur argumentation. Elle a appelé Jean-Pierre à la barre. Le vieil homme, malgré sa nervosité évidente, a témoigné avec une clarté et une honnêteté désarmantes, présentant le registre des visiteurs qui prouvait la rencontre nocturne. Elle a ensuite présenté les relevés bancaires, montrant le transfert suspect d'une somme importante 50 000 € d'Hervé à Maître Renard, 2 jours après cette fameuse nuit. Mais le clou du spectacle, le moment que j'attendais et redoutais à la fois, a été la présentation de la vidéo de Papy. Maître Lambert s'est adressé à la juge. Madame la Présidente, la plaignante souhaite présenter une pièce qui, nous le croyons, ne laissera aucun doute sur les véritables intentions du défunt. Un grand écran a été installé. La salle a été plongée dans une semi-obscurité. Et le visage de mon grand-père est apparu, projeté en grand. Son message, sa dernière volonté, a résonné dans le silence solennel de la salle d'audience. J'ai regardé Hervé. Son visage était un masque de fureur et de panique. Il était en train de se faire juger par le fantôme de son propre père. Quand la vidéo s'est terminée, un murmure a parcouru la salle. La juge a fixé Hervé, son visage impassible mais ses yeux perçants. « Maître, a dit la juge à l'avocat d'Hervé, avez-vous une explication à cela ?» L'avocat a balbutié quelque chose sur la « coercition », l'état mental déclinant, de Marius, mais ses arguments sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Enfin, Maître Lambert a appelé son dernier témoin. « J'appelle à la barre Monsieur Bastien Mour. » Le souffle d'Hervé s'est coupé. Bastien s'est levé, évitant le regard assassin de son père. Il a marché jusqu'à la barre, l'air d'un homme marchant à l'échafaud. Il a prêté serment d'une voix faible. Maître Lambert a posé une seule question. Simple, directe. Monsieur Mour, après avoir vu cette vidéo, et en votre âme et conscience, croyez-vous que votre grand-père voulait que ce soit votre père, ou votre sœur, qui hérite de l'entreprise ? Un silence insoutenable a rempli la salle. Hervé fixait son fils, ses yeux lui lançant des ordres silencieux, des menaces. Bastien a regardé son père. Puis il a tourné son regard vers moi. Et enfin, il a regardé la juge. Il a pris une profonde inspiration. Ma sœur, a-t-il dit, sa voix se brisant mais audible. Il a toujours voulu que ce soit Adélie. Nous étions tous dans le déni. Ce que mon père a fait, est impardonnable. C'était fini. Le mot de son propre fils, son héritier choisi, était le coup de grâce. Hervé a laissé échapper un cri de rage et de désespoir, un son animal. La juge a frappé de son marteau. Ordre. Le verdict est tombé comme un coup près. Le testament présenté par Hervé a été déclaré nul et non avenu. Le testament retrouvé sur la clé USB a été reconnu comme authentique. Une enquête pénale pour fraude, vol et subornation de témoins a été ouverte contre Hervé Mour et Maître Renard. Lorsque les gardes se sont approchés pour escorter mon père hors de la salle, nos regards se sont croisés une dernière fois. Il n'y avait plus de haine, plus de triomphe. Juste le vide absolu d'un homme qui venait de tout perdre, non pas à cause de moi, mais à cause de sa propre cupidité.
Le marteau de la juge a frappé une dernière fois, non seulement pour clore la séance, mais pour mettre fin à une ère de mensonges. Mais alors qu'une porte se fermait, une autre, bien plus complexe, s'ouvrait. Que fait-on des ruines d'une famille? La chute d'Hervé a été aussi rapide et brutale que son ascension avait été calculée. L'enquête pénale a révélé l'ampleur de ses détournements de fonds et de sa tromperie. Lui et Maître Renard ont été condamnés à des peines de prison. L'Empire Moore, bâti sur l'honneur, avait failli s'effondrer à cause de la honte. Mon premier jour en tant que PDG officiel de Moore Maritime n'a pas été une célébration. C'était un retour au travail. J'ai passé la matinée à rencontrer les chefs de département, à les rassurer, à leur exposer ma vision, qui était en fait celle de Papy, la croissance par l'intégrité, l'innovation par le respect des traditions. Ma toute première décision a été de convoquer Jean-Pierre dans mon bureau, non pas pour le remercier, mais pour lui offrir le poste de directeur des opérations des quais. Les larmes aux yeux, le vieil homme a accepté. Quelques semaines plus tard, Bastien a demandé à me voir. Je m'attendais à ce qu'il vienne réclamer une part, ou du moins un poste de direction confortable. Mais l'homme qui est entré dans mon bureau n'était plus le jeune coq arrogant que j'avais connu. Il avait maigri, et ses yeux avaient perdu leur éclat suffisant. Je ne suis pas venu demander quoi que ce soit, a-t-il commencé, sa voix humble. Je suis venu te dire que je suis désolé, Adélie. Vraiment. J'ai été aveugle, faible et lâche. J'ai profité d'un mensonge parce que c'était plus facile. Il n'y a pas d'excuse. Il a fait une pause, regardant par la fenêtre la danse des grues sur le port. J'ai beaucoup réfléchi. Je ne mérite pas le nom de Moore. Pas encore. Mais j'aimerais avoir une chance de le mériter. Qu'est-ce que tu proposes, ai-je demandé, méfiante. Laisse-moi travailler. Pas ici, dans les bureaux. En bas. Sur les docks. Comme docker, comme apprenti. Laisse-moi apprendre l'entreprise depuis le bas, comme Papy l'a fait. Laisse-moi gagner mon respect. Peut-être que dans 10 ans, si je suis encore là, je pourrai te regarder en face sans avoir honte. Sa proposition m'a désarmé. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. J'y ai vu une lueur de l'homme qu'il aurait pu devenir si Hervé ne l'avait pas empoisonné. J'ai hoché la tête. D'accord. Tu commences lundi. 6 heures du matin. Sois à l'heure. Quant à ma mère, elle a divorcé. Libérée du joug d'Hervé, elle a semblé rajeunir de 10 ans. Elle a déménagé dans une petite maison sur la côte, près d'Étretat, et a recommencé à peindre, sa passion de jeunesse. Nous nous voyons souvent. Nous ne parlons presque jamais du passé. Nous construisons un nouvel avenir, une nouvelle relation, basée non plus sur des secrets partagés, mais sur une honnêteté fragile et précieuse. Ce soir, je suis sur le balcon de mon bureau, celui où Papy passait des heures à regarder ses navires. Le soleil se couche sur la Seine, peignant le ciel en teintes d'orange et de pourpre. En bas, je peux voir une silhouette que je reconnais. C'est Bastien, qui termine sa journée de travail, fatigué mais droit. Il lève la tête, me voit, et me fait un signe de tête respectueux. Je lui réponds de la même manière. Le chemin de la reconstruction sera long. Une famille brisée par la cupidité et les mensonges ne se répare pas en un jour. Mais en regardant le fleuve couler imperturbablement vers la mer, je ressens une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. L'héritage de Papy n'était pas l'argent ou les bâtiments. C'était une leçon, l'honneur est la seule cargaison qui prend de la valeur avec le temps. Mon histoire est celle d'une trahison familiale, mais c'est aussi, je l'espère, une histoire de résilience et de renaissance. Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, avez dû vous battre pour ce qui vous revenait de droit, pour la vérité face aux mensonges, partagez votre histoire ou vos pensées dans les commentaires. Savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos combats est parfois la plus grande des forces. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » si cette histoire vous a touché, et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous.